Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des données économiques et l'économétrie. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que l'économétrie, les modèles économiques et les modèles économétriques. Ensuite, nous allons parler des données économiques, à savoir les données transversales, les données chronologiques, les données transversales combinées et les données de panel, encore appelées les données longitudinales. Et enfin, nous allons parler de la causalité versus corrélation. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique et qu'est-ce que c'est qu'un modèle économétrique? Il faut savoir qu'un modèle économique est une représentation simplifiée de la réalité économique, basée sur des théories économiques, des concepts et des relations entre les différentes variables économiques. Il est souvent développé pour expliquer le fonctionnement d'un système économique particulier ou pour analyser les interactions entre les différents acteurs économiques. Les modèles économiques peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et sont utilisés pour formuler des hypothèses sur les comportements des agents économiques, prédire les résultats de politiques économiques ou évaluer l'impact des changements économiques. Et qu'est-ce que c'est que le modèle économétrique? Le modèle économétrique est une spécification mathématique d'un modèle économique. Donc, c'est la différence. C'est à cet endroit-là que nous pouvons faire cette différence. Nous savons que nous avons des théories de demande, des théories d'offre et des théories. Il y a une théorie en finance qu'on appelle MEDAF, euh, modèle d'équilibre des actifs financiers. En anglais, ça s'appelle Asset Pricing Model. Donc, tous ces modèles-là sont des modèles économiques. Mais lorsqu'on fait une représentation mathématique qui établit les relations entre les variables indépendantes et une variable dépendante, en ce moment-là, on est en train d'établir un modèle économétrique. Donc, un modèle économétrique, c'est une spécification mathématique d'un modèle économique qui est estimé à l'aide des techniques économétriques à partir des données empiriques. Donc, il faut collecter des données pour pouvoir établir les modèles économétriques. Alors, on a déjà défini ce que c'est que l'économétrie. On a déjà expliqué que c'est utilise les méthodes statistiques pour pouvoir analyser les données économétriques. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des modèles économétriques? On peut établir des relations entre des variables économiques, on peut tester des hypothèses, on peut évaluer l'efficacité d'une nouvelle politique, ou bien on peut prédire, disons, l'arrivée de certains phénomènes, on peut prédire le prix de l'essence ou bien du gasoil, le prix des produits agricoles, etc. Ici, c'est économique, un modèle économique qui établit la relation entre le salaire, l'éducation, l'expérience et la formation. Donc, un modèle qui dit que le salaire est une fonction d'éducation, expérience et la formation. Et on peut l'écrire sous cette forme Y égale à F de INS 1, INS 2, INS 3. Un modèle économétrique de ce modèle économique que nous avons tout à l'heure peut être écrit de la façon suivante. Salaire égale à bêta 0 plus bêta 1 éducation, plus bêta 2 expérience, plus bêta 3 formation, plus l'erreur thème. Les ins 1, ins 2, ins 3 sont des variables indépendantes. Le Y, c'est la variable dépendante. Bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3 sont des coefficients à estimer. Et U, c'est l'erreur thème euh, qui représente les facteurs non observés ou encore les variables sur lesquelles nous n'avons pas de données et qui doivent normalement se retrouver dans le modèle. Quel est le but d'un modèle économétrique? Nous établissons les modèles économétriques pour tester des hypothèses.
On peut chercher, par exemple, on peut être amené à chercher à savoir l'effet de l'éducation sur le salaire. Et cet effet est représenté par bêta 1. Donc, la question, c'est de savoir si bêta 1 est significativement différent de 0 et quelle est sa magnitude. Sa magnitude, c'est en quelque sorte la portée. Donc, euh, de quelle portée l'éducation affecte le salaire. Quels sont les types de données économiques que nous avons? Nous avons plusieurs types de données économiques, mais ici, nous allons nous concentrer sur ces 4 types de données économiques qui sont les plus utilisées. Premièrement, nous avons les données transversales, nous avons les données chronologiques, nous avons les données transversales combinées et nous avons les données de panel qu'on appelle encore les données longitudinales. Donc, le modèle économétrique que nous serons appelés à développer va dépendre du type de données que nous avons collectées. Qu'est-ce que c'est que les données transversales? Les données transversales peuvent être des données collectées sur des personnes, des ménages, des entreprises et même des pays, des villes, etc. Ces données sont collectées à un point donné durant une période donnée. C'est des données qui sont collectées, par exemple, une donnée que nous collectons, par exemple, en janvier 2023, donc qui va servir à étudier l'impact de certaines variables indépendantes sur une variable dépendante. C'est une donnée que nous avons collectée à un point particulier dans le temps. Ces données ne sont pas répétées annuellement ou mensuellement, donc ne sont pas répétées de manière périodique. Donc, c'est ces données-là que nous appelons les données transversales. En anglais, ça s'appelle cross-sectional data. Donc, c'est des données qui sont largement utilisées en microéconomie. Ici, c'est un exemple de données transversales. Vous avez votre variable dépendante, qui est le salaire horaire de l'employé. Et ici, vous avez les variables indépendantes, qui sont l'éducation, l'expérience, la tenue, c'est le nombre d'années que l'employé a fait au sein de l'entreprise. Vous avez une variable qui est nommée femelle, qui est une variable binaire, auquel on donne 1 si la personne est femelle, a le sexe féminin, et 0 si la personne a le sexe mâle. Vous avez une variable married, la personne prend 0 si la personne n'est pas mariée et 1 si la personne est mariée. Et vous avez une variable transformée ici qui est le logarithme népérien du salaire, log wage. Vous avez une variable quadratique ici qui est l'expérience au carré. Donc, nous introduisons souvent ces genres de variables dans le modèle pour des buts donnés. Donc ici, I représente l'individu, YI ici représente le salaire d'un individu donné. Donc une ligne représente un individu. Donc ici, par exemple, je dirais que l'individu numéro 1 a un salaire de 3,1 et a étudié pendant 11 ans, a 2 ans d'expérience, etc. Donc, chaque observation, une ligne pour chaque personne. Maintenant, parlons des données chronologiques. Les données chronologiques peuvent être des données macroéconomiques ou des données financières.
Par exemple, nous pouvons parler des stocks, des prix des bons ou des GDP. Les GDP en français, c'est le produit intérieur brut, où on peut aussi prendre des données sur la croissance des entreprises ou la croissance des pays. Donc, c'est des observations qui sont collectées suivant le temps, donc de manière périodique suivant le temps. Ça peut être annuellement, et mensuellement ou bien même journalièrement. C'est des observations qui nous permettent de dégager des tendances. Par exemple, on veut voir ce qui se passe. Par exemple, on veut voir si un phénomène qui est régulier, on veut voir comment est-ce que ça peut, disons, revenir donc à l'avenir. Donc, on peut voir des tendances, on peut voir des saisonnalités. Les saisonnalités, par exemple, on veut voir, par exemple, les grandes valeurs de pluie, par exemple, quand est-ce que ils viennent, est-ce que, par exemple, c'est dans tel mois qu'on enregistre le grand volume de pluie? Est-ce que les pluies de grand débit, est-ce que c'est chaque 3 ans ou bien chaque 5 ans ou bien entre 3 à 5 ans? Donc, on peut voir également les cycles. Donc, ces données temporelles nous permettent donc d'étudier donc les saisonnalités, les tendances, les cycles, etc. Donc, mais il y a un problème qui est souvent soulevé lorsque nous sommes en train d'analyser les données temporelles, c'est le phénomène d'autocorrélation. Qu'est-ce que c'est que l'autocorrélation? Généralement, lorsqu'on analyse les données, on peut voir par exemple que une donnée à t plus 1 est autocorrélée ou corrélée à une donnée que nous avons collectée en temps t. Donc, les observations peuvent être corrélées d'une année à l'autre ou bien les thèmes d'erreur également peuvent être corrélés d'une année à l'autre. En ce moment-là, on parle d'autocorrélation. Ici, ce tableau-là montre un exemple de données temporelles. Vous voyez avec moi que dans la colonne numéro 1, nous avons les années 1950, 1951, 1952 jusqu'à 1957. Donc, ça veut dire que chaque année, cette observation sur le salaire minimum est collectée avec d'autres informations sur le GDP, sur le taux de chômage, etc., etc. Donc, chaque individu, chaque individu les données, par exemple, sur de chaque année représentent une observation. Donc, si on peut le dire comme ça. Donc, la dimension T ici est celle qui caractérise les données temporelles. Donc, qu'est-ce que c'est que les données transversales combinées? Les données transversales combinées, par exemple, peuvent être les prix des maisons à deux périodes différentes, mais ne concernent pas les mêmes maisons qui sont vendues. Ça veut dire que si on collecte des données sur les prix des maisons qui sont vendues en janvier et on revient en décembre pour collecter des données sur les prix des maisons qui sont vendues en décembre, ce n'est pas les mêmes maisons qui sont vendues, mais on collecte des données à deux époques différentes sur des unités statistiques différentes. Et on met toutes ces données-là, on combine toutes ces données-là ensemble pour pouvoir les analyser. C'est cela qu'on appelle les données transversales combinées. Donc, c'est à partir de deux données transversales. On peut avoir trois, on peut avoir quatre et plus encore. Donc, ces données-là peuvent être utilisées pour estimer l'effet d'une nouvelle politique. Par exemple, on peut voir par exemple que après les taxes, après une politique sur les taxes, et le prix des maisons a diminué par exemple. On peut essayer de comparer les deux prix des deux périodes pour voir si les taxes ont un effet
sur et, le nombre de maisons vendues. Donc, on l'utilise beaucoup plus pour voir l'effet d'une nouvelle politique publique sur un, un- un phénomène. Donc, ici, c'est un exemple de, de données transversales combinées. Nous avons les périodes où nous avons collecté les données dans la première colonne. Ici, nous avons seulement deux périodes. On a collecté des données en 1978 et on a collecté des données en 1981. Donc, tous les individus qui ont été et sur lesquels on a collecté des données en 1978 sont ici. Et tous les individus et sur lesquels on a collecté des données en 1981 sont ici. Donc, ici, nous avons en quelque sorte deux dimensions. Nous avons la dimension individu et on a la dimension temps. Mais la dimension individu n'est pas vraiment perceptible ici parce qu'on peut on peut créer une variable qui est une variable binaire qu'on appelle dummy variable en anglais, de manière à ce que si la donnée a été collectée en 1978, on peut décider qu'on donne la valeur 0. Et si la donnée a été collectée en 1981, on donne la valeur 1, puisque nous avons deux périodes seulement. Donc, toutes les variables collectées ici, par exemple, si on prend cette ligne, on dira que cet individu-là, ce prix-là a été collecté en 1978 et cette maison-là coûte tel. Et cette maison-là a 7 chambres, a une seule toilette, etc., etc. Ici, c'est le logarithme et rien de plus. En ce qui concerne le panel d'état ou longitudinal d'état, ce que nous devons retenir ici est que les données longitudinales sont des données qui ont deux dimensions. Il y a la dimension individu et la dimension temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je collecte des données, par exemple, sur 30 individus aujourd'hui, je peux décider de répéter la collecte des données sur ces mêmes individus. Par exemple, les unités statistiques ici s'appellent des entreprises. Je peux décider de collecter des données, certaines données sur 30 entreprises cette année. L'année prochaine, je peux répéter la même chose sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans. Ça veut dire que nous utilisons les mêmes unités statistiques à chaque fois quand nous voulons collecter des données, mais ce de manière périodique. C'est cela que nous appelons le panel d'état ou longitudinal d'état. Donc, ça a deux dimensions. Il y a la dimension individu I et la dimension temps T. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs individus ici. Nous avons écouté le tableau pour que le tableau pour pouvoir illustrer notre exemple. Ici, nous avons l'individu 13 qui est répété 3 fois parce que nous avons collecté les mêmes données sur cet individu-là pendant 3 années, 1980, 1981 et 1982. Il en est de même pour l'individu 17 et il en est de même pour l'individu 18. Donc, les deux dimensions sont, sont clairement visibles dans ce tableau. Par exemple, je peux dire que la ligne telle représente l'individu 13, représente l'individu 13 en 1980 et Donc, cette ligne-là, par exemple, on peut dire que le salaire temps représente le salaire de l'individu 13 en 1981. Donc, on peut dire que ici, le salaire temps 1,67 représente le salaire de l'individu 17 en 1980, etc. On peut dire la même chose, on peut faire la même chose pour les autres variables indépendantes. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est que la causalité versus corrélation.
En ce qui concerne la causalité, on peut dire par exemple que un an d'éducation additionnelle cause une augmentation de salaire par un montant donné ou d'un montant donné, ou bien les deux sont égales. Par contre, pour la corrélation, on peut dire que un an d'éducation additionnelle est associé avec un salaire beaucoup plus élevé. La plupart des études économiques utilisent la corrélation et non la causation. Donc, dans la plupart des études économiques, nous ne pouvons pas déterminer la causalité, mais la corrélation. Ici, euh, nous allons expliquer la différence entre la causalité et la corrélation en tenant compte de cet exemple. Ce que nous voulons faire, c'est de voir l'effet causal du fertilisant sur le rendement des cultures. Et la question que l'on se pose est que, est-ce que le rendement des cultures augmente significativement si le fertilisant est appliqué? Mais pour faire cette étude-là, nous devons nous assurer qu'une condition fondamentale est réunie, c'est-à-dire tous les autres facteurs qui influencent le rendement des cultures, tels que la qualité du sol, la pluviométrie, sont maintenus fixes. Peut-être qu'on peut faire une expérimentation en serre afin de pouvoir contrôler tous les autres facteurs pour voir exactement l'effet du fertilisant sur les cultures. Alors, pour le faire, il faut choisir plusieurs lopins de terre de manière aléatoire sur lesquels on assigne plusieurs ou différentes quantités de fertilisants et après on compare les rendements des différentes cultures que nous avons obtenues. Cette expérience est valide parce que le fertilisant qui est appliqué n'est pas relié à d'autres facteurs pouvant influencer le rendement des cultures. Donc, dans cette expérience-là qui est bien contrôlée, il est possible, bel et bien possible, de déterminer l'effet de causalité des fertilisants sur le rendement des cultures. Mais en ce qui concerne l'étude observationnelle, il n'est pas possible de déterminer l'effet de causalité sur le rendement des cultures. Pourquoi? Parce que c'est à travers une observation que nous pouvons tirer des conclusions. Nous ne pouvons pas contrôler les autres variables qui peuvent influencer le rendement des cultures. Mais on peut simplement observer que lorsque nous avons appliqué plusieurs quantités de fertilisants sur les parcelles, nous avons constaté qu'il y a une différence de rendement entre les différentes parcelles. Alors, si cette différence, si c'est une corrélation positive, nous pouvons dire que plus vous appliquez de fertilisants sur une parcelle, plus vous avez un rendement beaucoup plus élevé. Mais est-ce que cela signifie que appliquer plus de rendement à une parcelle doit donner forcément un rendement beaucoup plus élevé? La réponse est non, parce que le rendement élevé obtenu peut être lié à d'autres facteurs que nous n'avons pas contrôlés ou que nous ne pouvons pas contrôler donc dans le cadre de notre étude observationnelle. Donc, ceci est appelé corrélation et non causalité. On va voir encore un autre exemple ici. Supposons que nous voulons voir l'effet de l'éducation sur le salaire. Par exemple, si des personnes sont choisies de manière aléatoire à qui on donne une année supplémentaire d'éducation, de combien sera augmenté leur salaire? L'hypothèse qui doit être remplie ici afin qu'on puisse être sûr de nos résultats, c'est que tous les autres facteurs sont restés fixes. Les facteurs comme l'expérience, l'habileté, l'intelligence, on les a maintenus fixes, on a pu les
les maintenir fixes. Mais est-ce que dans le cas pratique, on peut maintenir, on peut contrôler ces facteurs-là? Ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir voir l'effet de causalité, il faut faire une expérimentation. Il faut faire une expérimentation, choisir des gens au hasard, leur augmenter un an d'éducation supplémentaire, ce qui n'est pas faisable. On ne peut pas choisir des gens au hasard et dire, bon, vous allez faire, vous allez faire une formation d'un an supplémentaire, ce qui n'est pas faisable. Donc, il y a un problème d'assignation aléatoire qui se pose. Et de plus, nous savons que le nombre d'années d'éducation que les gens font est lié également à un autre facteur qui est l'intelligence et qui agit également sur les salaires. Ceci est quelque chose d'autant plus important qu'il faut tenir compte également dans le cadre des analyses. Alors que s'il s'agit par exemple d'une étude observationnelle, on dira simplement que on va collecter tout d'abord des données de salaire et d'éducation sur des personnes. Puis après, on peut interpréter que des personnes avec une éducation élevée ont un salaire beaucoup plus élevé. Ça, c'est la corrélation. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que si une personne a une éducation additionnelle d'un an, forcément, la personne doit avoir un salaire élevé, ce qui est la causalité. On ne peut pas le dire avec certitude parce qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs que nous n'avons pas pu contrôler, que nous n'avons pas pu maîtriser et qui influencent l'augmentation du salaire. C'est pour ça que dans les études économétriques, nous faisons allusion beaucoup plus sur la corrélation, mais pas la causalité. Je vous remercie.